recevons en ce jeudi chez Agora, ICI Télévision, Madame Micheline Cambron, professeure émérite de l'Université de Montréal. Ses travaux portent principalement sur la littérature et la culture québécoise des 19e et 20e siècles et sur les théories du récit. Elle est co-auteure du livre Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale, écrit conjointement avec M. Daniel Poitras, publié tout récemment en 2023 dans les presses de l'Université de Montréal. Ici Kamal Benkiran, bienvenue chez Agora. Madame Cambron, un plaisir de vous recevoir. Bonjour, M. Benkiran. Merci de me recevoir. Ça fait plaisir, d'autant plus qu'on va parler de ce livre que vous avez coécrit avec M. Daniel Poitras. Magnifique livre. On avait besoin d'un livre pareil. Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale, tout un parcours. Université de Montréal, comme un lieu de savoir extraordinaire qui a vu défiler bon nombre de personnes, de Québécois, de Canadiens, mais des personnes issues de toutes les origines, personnes issues des communautés, des personnes qui sont venues des quatre coins du monde étudier à l'Université de Montréal. Et là, je vais commencer par ma première question, Madame Cambron. Cette citation fascinante dans l'introduction. Une université n'est pas une institution comme une autre. Elle prend son sens dans le désir de créer et de transmettre des savoirs dans une société qui s'en trouvera transformée. Puis il est mentionné que c'est un lieu de savoir à la fois abstrait et concret. Comment doit-on comprendre ça? En quoi c'est abstrait, en quoi c'est concret? C'est un lieu au sens où, effectivement, matériellement, une université, c'est un ensemble d'édifices, c'est un endroit où se retrouvent des personnes, c'est un lieu où on présente des savoirs, un lieu où on les élabore. Donc, c'est un lieu concret dans un premier temps. Mais en même temps, une université, c'est aussi un ensemble de réseaux qui sont largement ouverts sur l'ensemble des savoirs et donc sur un espace, je dirais, intellectuel et géographique extrêmement étendu. Et tout au long de l'existence de l'Université de Montréal et même au tout début, au moment où l'université n'existe pas encore, on voit bien que cette université, elle va reposer sur ces réseaux de savoir qui permettent les échanges, qui permettent aussi la progression de la pensée, et que c'est ça qui, je dirais pas, caractérise l'Université de Montréal. Je pense que toutes les universités, dans une certaine mesure, ont cette dimension. Mais je crois que l'Université de Montréal, de par sa situation géographique, de par ses relations inattendues avec toutes sortes de lieux dans le monde, et plus particulièrement que d'autres, à même de se présenter comme un lieu à la fois concret et abstrait. Excellent. Alors, c'est un livre avec de magnifiques illustrations. 150 premières années de l'Université de Montréal. Là, on parle carrément de voix, des personnalités qui ont marqué par leur passage, par leur contribution, qui ont forgé justement l'avenir et le devenir de l'Université de Montréal. Juste pour l'histoire, il y avait au début le séminaire du Québec. Alors, au point de départ, on crée à Québec un séminaire qui a à la fois la responsabilité de la gestion des paroisses qui pourraient être créées. C'est aussi un lieu qui est responsable, évidemment, de la vie religieuse de la colonie. Et c'est un lieu de formation parce que au moment où la Nouvelle-France est fondée, on considère à Rome, mais ailleurs dans le monde aussi, que ce qui est important quand on arrive dans un pays nouveau, c'est comme ça qu'on voit les choses, hein, on s'avancera pas là, sur tout ce que ça signifie, mais à l'époque, on considère que ce qui est important, c'est de créer un clergé local. L'objectif, c'est pas d'arriver avec une armée de fonctionnaires de l'Église, c'est de faire en sorte que la communauté soit autonome et donc il faut avoir des vocations, il faut les former. Et donc très tôt, l'idée d'un enseignement supérieur, ça se donne comme une nécessité. OK, très bien. La cession de la Nouvelle-France à l'Angleterre par le traité de Paris 1763 entraîne des bouleversements importants dans l'écosystème éducatif. Et donc, l'émergence progressive de l'idée de l'université, justement. Et puis, en sachant
cette tension qu'il y avait entre le modèle éducatif en France, en Nouvelle-France et justement celui britannique, là, le modèle britannique, comment a été résolue cette épineuse question de l'autorité, l'Andrew Rome? Bien, écoutez, ça se résout sans se résoudre tout à fait. Alors, par exemple, quand il est question pour la première fois de fonder une université qui devait être diocésaine à Québec, il faut obtenir l'autorisation de la reine Victoria pour pouvoir demander au pape d'autoriser la création de l'université. Bon, évidemment, ça nous donne le sentiment que le pape était très jaloux de ses prérogatives au plan éducatif. Mais en même temps, il faut toujours se souvenir que le roi d'Angleterre, qui à l'époque était une reine, eh bien, c'était elle qui était la chef de l'Église anglicane. Oui. Et donc, c'était elle qui était responsable des universités dans le monde anglican. Donc, c'est pas propre au Québec, c'est même pas propre à la religion catholique. Dans tous les pays occidentaux, et là, il faudrait... Moi, je ne connais pas très bien, il y a quand même une histoire longue des universités là, dans le Maghreb et puis aussi dans d'autres contrées. Mais ce qui est important durant cette période-là, c'est cette idée que la formation religieuse constitue la formation la plus achevée qu'on puisse obtenir. Parfait. Et donc, on coiffe, dans une certaine mesure, l'ensemble des savoirs par les savoirs religieux. Religieux, exact. Donc, ça fait en sorte que, oui, il y a forcément des conflits entre les différentes communautés. Écoutez, il y a même, j'ai découvert ça depuis quelques semaines, au moment où on crée l'université McGill, qui dépend du chef de la religion anglicane au Canada et qui donc dépend de la reine, il va y avoir de la part des Écossais, qui eux sont baptistes, le désir de créer une autre école secondaire pour soustraire les enfants écossais qui ne sont pas anglicans à l'autorité de l'Église anglicane pour la première partie de leur formation. Donc, vous voyez, on est vraiment dans ce monde qui, évidemment, a beaucoup changé, mais qui explique la lenteur avec laquelle les choses se créent, se fondent. Il faut mettre des gants blancs, il faut convoquer tout le monde. Exactement. Une pause. On revient dans les prochaines minutes, mesdames et messieurs. J'accueille Mme Micheline Cambron, co-auteure du livre Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale, écrite conjointement avec Daniel Poitras. On vous revient. De retour avec vous, mesdames et messieurs. Bon, une discussion fascinante avec mon invité de ce jeudi chez Agora, Mme Micheline Cambron, co-auteure d'un livre sur l'Université de Montréal. C'est une fascinante université. La plupart d'entre nous, ici à Montréal, au Québec, au Canada, même aux États-Unis, sont passés par cette université, qui a une histoire. Alors, on parlait justement de cette fusion dans la vie religieuse et éducative qui a pu converger justement. Mais là, ma question, Mme Cambron, c'est justement, à propos de l'Université de Montréal, ça a convergé finalement vers une université catholique. Est-ce que ça ne pouvait pas être autre chose que ça, ou bien est-ce qu'il y avait des structures d'enseignement qui étaient autonomes, autres que religieuses à ce moment-là, et qui ont permis, peut-être à l'Université de Montréal, de cheminer vers autre chose peut-être que la religion? C'est ça. Alors, au 19e siècle, il n'y a pas vraiment d'autre voie qu'un enseignement qui serait déjà inscrit dans un cadre religieux, ni du côté protestant, ni du côté catholique. Bien sûr, à la fin du 18e siècle, il y a un homme, M. Smith, qui rêve d'une université laïque. D'accord, monsieur, bon, on va retenir ce nom. Ben c'est ça. Alors, lui veut une université non confessionnelle. Mais évidemment, ça ne passera pas la rampe. Et donc, c'est pas ça qu'on aura. On va avoir à la fois une création d'université à Québec, l'Université Laval, et une création d'université
à Montréal, qui sera l'Université McGill. C'est à peu près au même moment. Mais les Montréalais, qui sont en fait déjà plus nombreux que les Québécois, souhaitent avoir une université chez eux. Et donc, ils vont vraiment, grâce au travail continu des évêques, qui à tour de rôle reprennent le bâton du pèlerin, puis vont demander au pape l'autorisation de créer une université à Montréal, ça va finir par aboutir, ça va donner une succursale de l'Université Laval. Et là, il va y avoir évidemment des conflits entre Québec et Montréal, serez-vous surpris, et des conflits qui sont liés aussi à certaines communautés religieuses. Donc, c'est un ensemble assez complexe. Il y a des enjeux qui sont des enjeux financiers. Le système d'éducation dans le Bas-Canada, et par la suite, jusqu'à il n'y a pas très longtemps, c'est un système qui est financé par ce qu'on appelle les biens des Jésuites. Alors, les Jésuites étaient là au tout début de la colonie. Ils sont chassés par le régime britannique parce qu'il n'y a pas de communauté religieuse qui ont le droit d'être installées sur les terres de l'Empire. Donc, eux sont chassés, mais ils avaient beaucoup de biens qui leur avaient été donnés et qui étaient destinés à l'éducation au Canada. Alors, le gouvernement va saisir ces biens et sans cesse, on va solliciter le gouvernement pour que ces biens soient investis dans l'éducation. Alors, ça, c'est le premier élément qu'il faut voir. Mais il y a d'autres enjeux. Il y a évidemment le fait que, dans la longue durée, la conception de l'université à l'Université Laval, la conception de l'Université à Montréal est un peu différente. À l'Université Laval, on pense vraiment que la faculté de théologie, c'est le sommet de tout et que le reste, c'est pas extrêmement important. À Montréal, c'est pas comme ça qu'on voit ça. Très vite, il va y avoir d'autres initiatives qui mettent l'université en relation avec des institutions qui, elles, ne sont pas à strictement parler religieuses. Alors, par exemple, à la fin du 19e siècle et au 20e siècle, l'Université de Montréal va se rapprocher d'écoles secondaires qui sont parfois dirigées par des religieux, mais qui ont la particularité d'être financées par l'État. C'est l'État qui les finance. C'est le gouvernement qui les finance. De la même façon, l'université va s'associer très tôt à Polytechnique, qui, elle aussi, est une école qui est financée par l'État, et donc où il n'y a pas ce contrôle ecclésiastique. Et pour les HEC, ce sera la même chose. Les HEC vont être fondés un peu plus tard, vers 1909, 1911, et c'est une école qui est laïque. Alors évidemment, on ne le crie pas sur les toits, mais on sépare carrément l'Église de... C'est tout à fait séparé. Et c'est la raison pour laquelle ces institutions acceptent d'être financées par le gouvernement. L'Université Laval refuse les subventions parce qu'elle considère que ce serait se soumettre à l'État. Donc, c'est comme une sorte de soumission, comme quoi elle perd son autonomie. Absolument. Et l'Université de Montréal va jouer la carte inverse. Elle va, au contraire, se dire, si on veut développer les sciences, il faut être en relation avec les institutions qui portent ça. Alors, peut-être une petite parenthèse. On a tendance à penser que, dans l'ancien temps, je caricature un peu, tout le monde allait faire son cours classique avant d'aller à l'université. Bien ça, c'est une légende urbaine. C'est pas vrai. Les gens arrivaient à l'université avec des formations extrêmement diverses. L'université, bien sûr, disait qu'elle n'acceptait que des gens qui avaient effectivement fait le cours classique. Mais dans les faits, non, pas du tout. Et donc, il y avait toutes sortes de formations, toutes sortes de passerelles. Et dès le 19e siècle, l'université, avec l'aide de ces autres institutions que j'ai nommées, va donner des cours du soir, des cours d'été. Elle va accepter des femmes à des cours du soir. Il va y avoir des conférences publiques gratuites. Et donc, il va y avoir cette espèce de présence dans la cité
qui fait en sorte que le savoir devient un enjeu pour un ensemble assez étendu de personnes. Pour la société, justement. Et justement, et là, vous abordez aussi l'université dans la ville, du côté urbanistique, où il a été décidé de construire une université carrément dans la montagne. Cela s'inscrit dans ce mouvement excentriste. Là, on rapproche du centre de la périphérie pour permettre une grande diffusion. Mais je me demande à quel point c'est bénéfique ou non pour les étudiants. Mais ce que je vous propose, dans le fond, on va relancer cette question. On va le faire après la pause. J'accueille, mesdames et messieurs, Mme Micheline Cambron, qui a coécrit ce livre sur l'Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale très intéressante. Il y a des voix très intéressantes dans ce livre. On vous revient dans les prochaines minutes. Restez avec nous. De retour avec vous, mesdames et messieurs, Agora, chez ICI Télévision. Mon invité ce jeudi, Madame Cambron, par l'Université de Montréal. Un lieu phare de la métropole montréalaise en Amérique du Nord. De manière générale, je vous parlais de l'idée de construire dans la montagne, Madame Cambron. En quoi c'était bénéfique ou non? Parce qu'il y a des gens qui vont dire oui, il y a des gens qui disent c'est loin là, comment je vais y accéder? C'est certain que le transport vers l'université, ça va être un problème pendant une quarantaine d'années, donc c'est un vrai problème. En même temps, il faut se souvenir que l'université était logée dans un très petit édifice qui était sur Saint-Denis, au sud de Sainte-Catherine, et que cet édifice-là n'était pas suffisamment grand pour que toutes les facultés s'y retrouvent. Alors, il y avait des facultés qui étaient éparpillées dans toutes sortes de lieux improbables, et ça rendait le travail intellectuel plus complexe. Ça, c'est vraiment... Le désir de déménager, c'est d'abord le désir de quitter ces lieux-là qui sont trop étroits pour pouvoir rassembler tout le monde. Il faut toujours rappeler qu'il y a des facultés qui ne donnent pas de cours de jour jusqu'à temps qu'on monte sur la montagne. C'est le cas de la faculté de philosophie, parce qu'il n'y a pas de locaux. Donc, ils donnent leurs cours le soir, les fins de semaine, l'été, dans les laboratoires de biologie. Donc, c'était peut-être pas très favorable au travail. Pour la plupart, Donc, au-delà de ce désir-là, il y a bien sûr des préoccupations morales de la part de la direction de l'université qui laissent pas mal la bride sur le cou aux étudiants à l'Université de Montréal, mais en même temps, elle se préoccupe de leur moralité. Vous savez, l'université est à côté du Red Light. Il va y avoir une enquête et il y a un évêque qui va aller dire que les âmes des étudiants sont exposées à la rencontre de femmes de mauvaise vie plusieurs fois par jour. En plus, Écoutez... Avec du détail, en plus. C'est ça. Mais il y a aussi le fait que durant cette période-là, vous avez parlé de la mode, de l'excentrement des grandes institutions. C'est comme ça qu'on voit les campus. On imagine que les étudiants ont besoin de calme, qu'ils ont besoin d'être dans l'air frais. Mais c'est devenu un campus international au fil du temps. Et puis, ça a attiré beaucoup de monde. C'est devenu un vaste laboratoire. Mais il y avait des visées économiques avec ça. Il y avait des visées économiques. C'est-à-dire qu'au point de départ, il n'y avait pas tant de terrain qui était disponible à Montréal. On avait offert à Montréal, la ville de Montréal avait offert à l'université 2 terrains sur la montagne. Et 2 autres petits terrains leur avaient été offerts. Ils vont parvenir à les troquer. Ils vont, en fait, faire d'autres achats pour agrandir un peu le campus. Et ça va leur permettre, dans leur esprit, de créer une université. Et dans l'esprit de l'époque, et surtout dans l'esprit des grandes fondations américaines qui soutiennent à ce moment-là l'Université de Montréal, ça devrait leur permettre de créer un hôpital universitaire. Alors, cet hôpital universitaire-là, il ne verra jamais le jour, mais il fallait lui garder de l'espace. Et là, au centre-ville, ça aurait été impensable. Mais ça ne s'est jamais construit. Non, ça ne s'est jamais... En fait, l'hôpital universitaire, on peut dire que ce qui s'approche le plus du rêve initial, mais là, c'est vraiment pas collé sur l'université, c'est le CHUM. C'est le CHUM qui est sur René Lévesque. C'est ça. C'est sur René Lévesque. J'aimerais qu'on parle, Mme Cambron, de la diplomatie culturelle universitaire.
Bon, juste pour rapprocher nos lecteurs, nos lectrices qui nous regardent, quels sont les grands paramètres de cette diplomatie? Alors, les grands paramètres de cette diplomatie, c'est le fait que l'université va très tôt chercher à créer des liens avec d'autres universités, à la fois pour pouvoir envoyer des étudiants se former ailleurs et revenir comme professeurs. Oui. Ils ont aussi le désir d'accueillir des étudiants qui viennent d'ailleurs. Et il y a une tradition de diplomatie qui est associée au Canada français à l'époque. Je vous rappelle qu'il faut attendre 1931 pour que le Canada ait le droit d'avoir des relations diplomatiques autonomes. Ah. Et à partir de la fin du 19e siècle, il y en a quand même, ça passe par la bande, par la délégation du Québec à Paris. À Paris, ah! Et donc, la délégation du Québec, c'est le lieu à partir duquel le Canada parvient à commencer à se créer un réseau diplomatique important. Donc, c'est dans cette continuité-là que ça se produit. Okay. Voyez-vous, par exemple, on va créer à Paris ce qu'on appelle l'ensemble des maisons universitaires étrangères. Oui. Hein, c'est un grand campus. C'est comme de grands foyers, oui. La première qui est construite, c'est la maison canadienne pour accueillir les étudiants qui viennent de l'Université de Montréal. Donc ça fait partie de la diplomatie. Ça fait partie de la diplomatie, voilà. Mais oui, parce que ça permet de créer des échanges. Okay. Et c'est toujours comme ça que ça va se créer. Et très rapidement, on va voir que c'est très productif. Alors, évidemment, l'université mise sur les ressources qui sont déjà les siennes. Oui. Donc, par exemple, ces liens qui datent du 19e siècle avec la France, ça, c'est quelque chose qui va être mis en valeur et ça va permettre aux étudiants, aux professeurs des deux côtés de l'Atlantique de faire des échanges, de se rencontrer, d'avoir des travaux conjoints. C'est quelque chose de très important et dans ce croisement-là, il va y avoir des avancées diplomatiques. Il faut toujours se souvenir que quelqu'un comme Raoul d'Endurant, qui est un diplomate extrêmement important au Canada, qui va être un des responsables de la création de la Société des Nations, il occupe des fonctions administratives importantes à l'Université de Montréal et il fait en sorte que les étudiants de l'université, les professeurs de l'université profitent de l'ensemble des liens qui sont créés. Alors, la dimension religieuse de l'Université de Montréal va lui permettre, par exemple, de créer des liens, de nourrir rapidement des réseaux importants avec l'Amérique du Sud. Parce que l'Amérique du Sud est catholique. Et donc, il y a plein d'étudiants qui vont venir d'Amérique du Sud. Nous, on va envoyer des étudiants en Amérique du Sud. Il va y avoir des expérimentations en ce qui concerne les communautés de base, le travail social, qui vont se faire en Amérique du Sud par l'intermédiaire de ces réseaux. Et je pense que ces étudiants qui viennent, ils font aussi de la recherche universitaire. Et il me semble que c'est l'enjeu, finalement. Oui, c'est l'enjeu. De pouvoir fusionner l'enseignement et la recherche universitaire. L'enjeu, c'est vraiment de pouvoir, grâce à ça, développer la recherche. Voilà. Donc, c'est de développer carrément la recherche. Écoutez, c'était tout le temps qu'on avait, Madame Cambron. Magnifique livre à recommander, mesdames et messieurs. L'Université de Montréal, une histoire urbaine et internationale. Daniel Poitras, Micheline Cambron, publié tout récemment. Presse de l'Université de Montréal. Merci beaucoup d'avoir répondu à notre invitation. Merci de votre continuel intérêt. Mesdames et messieurs, Kamal Benkiran avec vous chez Agora, jeudi prochain, comme d'habitude, à 15h30. Portez-vous bien. Au revoir.